Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cet épisode, plongez dans le parcours inspirant de Bérengère Ducimetière, podcasteuse avec Dino Sapiens et consultante en transformation. Son appétence à craquer des problèmes complexes a été forgée par une carrière internationale débutée en supply chain chez HP. Elle a notamment vécu de l'intérieur la grande phase de délocalisation de la production électronique après l'explosion de la bulle Internet en 2000. Dans cette première partie, nous abordons notamment sa construction d'une résilience très précoce dès l'âge de 8 ans, sa soif d'ailleurs et l'international comme laboratoire d'apprentissage, ou encore le rôle fondateur de la culture d'entreprise chez HP et la découverte de la supply chain qui était alors un domaine naissant en Europe. C'est parti pour la grande épopée de Bérengère. « 1998, tu as 24 ans. C'est ton premier jour chez HP. Qui es-tu à ce moment précis ? Je suis une jeune femme qui a déjà pas mal voyagé, puisque j'ai fait une partie de mes études à l'étranger. Je rentre chez HP en intérim cadre, dans un rôle de commodity planner. Ce sont les tout premiers jobs de supply chain, je pense, en France, puisque c'est une entreprise internationale, c'est une multinationale. Je gère des flux d'informations et des flux physiques. On a des centres de distribution qui sont en Amérique du Sud, qui sont aux États-Unis, qui sont en Asie. Et je fais partie d'une équipe qui est extraordinaire, dans une entreprise qui a une culture absolument extraordinaire, où finalement, même la dernière personne arrivée, la plus jeune personne arrivée, elle est importante et on lui demande « Qu'est-ce que t'en penses ? C'est quoi ton avis là-dessus ?» Et ça a été pour moi absolument fondateur, parce que déjà j'ai appris un métier qui n'existait pas et qui m'a permis après de rebondir par la suite, mais aussi un savoir-être professionnel qui est resté une référence durant toute ma carrière. Merci pour cette première présentation. Donc ça, c'était toi à 24 ans. Comment est-ce que tu te présentes aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais me présenter d'abord en tant que podcasteuse, parce que finalement ça a été mon premier projet quand je suis sortie du salariat et que je suis allée vers l'entrepreneuriat. Podcasteuse, mon podcast s'appelle Dino Sapiens, c'est sur la transformation des organisations et plus spécifiquement l'humain dans la transformation des organisations. Et je suis consultante indépendante et je suis en train de monter une structure de conseil en transformation. Merci pour cette présentation et bienvenue Bérengère sur Les Grandes Épopées. Ravie d'être avec toi à l'antenne, Jafar. C'est la première fois que je suis interviewée, moi, en tant qu'invitée de podcast. Et c'est la première fois que j'interviewe une podcasteuse. Donc l'exercice est inédit pour les deux parties. Et merci de m'accueillir chez toi, donc à Paris, pour cet échange. Donc pour les auditeurs, pour les projeter un peu, on est dans ton salon. Peut-être que vous allez entendre un peu des travaux à côté. Mais peut-être pas, on verra. Et en tout cas, pour rappel, pour donner un peu de contexte dans ce podcast, qu'on va explorer, c'est les moments clés de période révolue de ta vie professionnelle. Ce que je vais chercher à comprendre, c'est comment tu les as vécus à l'époque, mais aussi aujourd'hui avec ton recul, ce que t'en retiens pour toi et pour nos auditeurs. Je tenais encore une fois à te remercier d'avoir pris la balle au bond, d'avoir accepté de passer de l'autre côté du micro. Et c'est parti pour la grande épopée de Bérengère. Ce que je te propose, c'est qu'on replonge au commencement. Donc, tu parlais de ce premier jour de carrière chez HP. Je te propose qu'on revienne un peu plus en arrière. En 1992, quand tu démarres tes études, j'aimerais bien comprendre un peu qui tu es à ce moment-là et qu'est-ce qui t'a construit quand tu as commencé tes études. À cet âge-là, je suis déjà très pragmatique parce que je suis un peu en mode survie. J'ai une conscience très claire que je dois faire des études, mais une forme d'incertitude sur combien de temps je vais pouvoir en faire et là où ça va m'amener. D'accord. Donc grosso modo, je sais que je vais aller plutôt vers le commerce, mais je n'ai pas les moyens de faire une école de commerce. J'ai beaucoup de questionnements autour de comment je vais avancer dans la vie. Donc je décide de faire un DUT. Pourquoi un DUT ? Pour deux raisons.
D'abord, je sens que j'ai été très tenue au collège et au lycée et que ce rythme et ce cadre ont fait la bonne élève que j'étais. Et j'ai très peur de ce que j'entends sur la fac, où il faut beaucoup d'autonomie. Je me sens pas autonome. Et je sais qu'en DUT, il y aura ce cadre. Effectivement, il y a 40 heures de cours par semaine et que ça sera le cadre dans lequel je vais pouvoir avancer. Et pourquoi un DUT aussi? Parce que c'est 2 ans. Et je me dis, quoi qu'il arrive dans ma vie personnelle, si mes parents me lâchent complètement, si il se passe quelque chose, j'aurai au moins un bac+2. Et puis, je pourrais toujours revenir aux études par la suite. Tu as parlé du commerce comme étant à peu près une évidence. Est-ce que tu arrives un peu avec le recul à comprendre pourquoi est-ce que c'est le commerce qui t'a appelé par rapport à potentiellement d'autres? Parce que les DUT, il y en a dans plein de domaines différents. Pourquoi spécifiquement dans cette voie-là? C'est très intéressant comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, je regarderais les choses de la même façon? Je pense que j'ai vu une conseillère d'orientation qui m'a dit « Vous êtes bonne en langue, vous êtes bonne en maths aussi, vous êtes moyenne en physique, en première S, c'était pas ma grande force. » Il y avait une manière un petit peu, peut-être automatique, de diriger les gens de mon profil, notamment les filles, vers une carrière plutôt commerciale. D'accord, ok. Et je me suis pas posé de questions. Avec le recul aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes qui ont poussé pour que leurs filles fassent des études scientifiques et n'écoutent pas forcément les conseillères d'orientation, je me dis peut-être que je serais au même endroit aujourd'hui, les choses seraient différentes. Mais à l'époque, une bonne élève fille qui n'avait pas des résultats non plus 20 de moyenne en maths était orientée plutôt vers ces filières-là. Finalement, c'est pas un appel, c'est pas une volonté, c'est plus à ce moment-là, tu as suivi le sens, entre guillemets, la direction qu'on t'a donnée. En tout cas, de cette personne-là qui a été un. Oui, il y a de ça, et il y a le fait de dire je pousse mes études pour que tous les choix que je fais m'offrent le plus de possibilités possibles derrière. Ok. De ma perception à l'époque, qu'est-ce qui va m'ouvrir le plus de possibilités? J'ai pas choisi, par exemple, d'aller faire des langues ou d'aller faire de l'économie. J'ai rien contre les gens qui font ces choix-là, c'est très très bien. Mais de ma perception à l'époque, à 18 ans, je n'arrivais pas à voir où est-ce que ça pourrait m'emmener. Tu parlais de cette volonté du coup de segmenter tes études dans l'optique de travailler s'il y avait besoin de travailler. Est-ce que ça t'a servi de segmenter? Est-ce que finalement tu as eu besoin d'utiliser cette carte-là ou non? Alors oui, ça m'a servi de plusieurs points de vue. Bon, déjà, j'étais majeure, donc ça changeait quand même quelque chose dans la relation à mes parents. Ça m'a permis de me conforter sur le fait que, tu vois, de fragmenter. Parfois, on dit comment est-ce que tu manges un éléphant? Tu le manges morceau par morceau. Hein. Et donc, finalement, d'avoir des petits objectifs, ça te les rend plus atteignables, quelque part. C'est l'essentiel du sujet. Et puis, le sujet de la fac était complètement nouveau pour moi. Mais du coup, sur cette question de la segmentation, pour bien comprendre, ce que je me dis, c'est que d'une certaine manière, c'est un peu rassurant de partir sur une trajectoire qui est assez long terme. Tu vois, moi personnellement, quand j'étais petit, quand j'étais en terminale, je me suis dit, je vais faire du commerce, comme toi. Je vais faire une école de commerce. Voilà. Donc je me disais, le plan, il est à 5 ans, quoi. Et c'est un peu rassurant, d'une certaine manière, d'avoir un plan un peu long terme. Là, dans ton cas, tu dis, ok, l'étape déjà, c'est dans 2 ans. Et la question que je me pose, c'est quand on fait un plan à 2 ans, à quel moment, en fait, tu te dis, ok, maintenant, il faut que je réfléchisse à la suite. Et si suite il y a, tu vois. À quel moment ça s'est produit pour toi? Ça a été très progressif pour moi parce que déjà la fac c'était une découverte. J'avais pas de référence autour de moi dans ce que je faisais. Personne n'avait fait ces études-là dans mon entourage. Et donc j'étais obligée de garder les oreilles ouvertes et de découvrir au fur et à mesure. Une chose est sûre, c'est que quand je suis arrivée en DUT, donc c'était comme je l'ai dit, on était des petites promos, on était des promos de 160. Assez vite, s'est profilé l'opportunité de partir à l'étranger. Ok. Et tu vois, j'ai dit, ça c'est pour moi. D'accord. Ça, c'est pour moi. Et je pars à l'aventure et on verra bien. Et finalement, tout au long de ma carrière, j'ai eu beaucoup de choses. Ça, c'est pour moi. Je vais tenter. Et ça va m'ouvrir des portes plutôt que m'enfermer. Sur cette question-là, je propose qu'on fasse un zoom là-dessus parce que je sais à quel point l'international a été structurant pour toi et on va le voir après dans les premières expériences professionnelles. Quand tu as cette opportunité-là d'aller faire un Erasmus, c'est ça, au sein de l'IUT, ça se passe comment quand tu arrives les premiers jours, les premiers mois, ce sentiment peut-être de liberté, d'autonomie? Comment est-ce que tu le vis à l'époque? Alors,
Les premiers mois, c'était surtout... j'ai pas senti particulièrement une liberté extraordinaire. Ok. J'ai senti quand même une aventure. Si tu veux, la première fois que j'ai pris le train à Newcastle pour aller à un endroit, je l'ai pris dans le mauvais sens. Voilà, je ne comprenais. J'avais fait, je crois à l'époque, 8 ans d'anglais entre le collège et le lycée, etc. Je ne comprenais pas un traître mot avec l'accent Geordie. Je ne comprenais pas un traître mot de ce qu'on me racontait, quoi. Ok. Et je crois quand j'ai dit est-ce que j'ai pris le train au monsieur derrière le guichet qui était absolument charmant, je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Ok. J'ai intuité qu'il fallait passer de l'autre côté. Et tout était Ok. comme ça. Ok. Tout était comme ça. Je n'avais pas d'idée préconçue sur l'Angleterre. Me suis retrouvée déjà les 2 premiers mois en stage à peu près à une demi-heure de Newcastle upon Tyne, donc très au nord de l'Angleterre, chez une dame. Donc j'étais chez une habitante, la dame était prof, donc il y avait un aspect facile, voilà. Immersif aussi dans la culture. Exactement. Et c'était dans la campagne, donc il y avait quelque chose de safe, tu vois, de familier. Et je descendais faire mon stage dans une entreprise qui s'appelait Pointing Limited. Et là, j'ai repensé récemment, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Sundar, qui était un émigré qui venait du Sri Lanka. Donc il était venu enfant avec toute sa famille, tous ses parents qui étaient donc de la région. Et donc on était bureau face à face. Et là aussi, il me regardait. Tu comprends ce que je dis? En fait, pas vraiment. Mais petit à petit, au bout de 2 mois, tu vois, par la force des choses, parce qu'on était tous éclatés, ceux qui étaient venus du DUT, on était tous éclatés, donc on se voyait éventuellement un petit peu le week-end. Donc, tu vois, c'était voilà, c'était vraiment plus qu'immersif à ce niveau-là. Et donc, du coup, quelque part, tu es dans un environnement qui n'est pas le tien, donc tu la sens pas, cette liberté. C'est qu'après que tu prends le recul que tu étais libre, mais tu es obligé de t'adapter. Tu es obligé de survivre dans un environnement que tu ne connais pas finalement. Et donc, la liberté n'est pas la première chose qui te saute aux yeux, si on peut le dire. Il y a un côté, tu es surpris par un environnement qui est très différent. Et en même temps, justement, c'est aussi un peu... quand je disais liberté, c'était plus dans le sens... il y a une forme de nouveauté. Donc, en fait, finalement, tout ce que tu vis, c'est nouveau, c'est différent. Donc, t'as pas forcément comme tu dis, des préconçus. Et donc, d'une certaine manière, tu te dis aussi, peut être un peu plus peut-être moi-même, ou je suis moins bloqué par des mécanismes, on va dire, sociaux, famille, de proches, on attend de moi ça. Mais en fait, là-bas, il y a peut-être les gens, tu savais pas ce qu'ils attendaient de toi. Enfin, non? La question ne s'est pas posée comme ça pour moi. Ce qui était vachement bien avec cet échange, c'est qu'effectivement, c'était très immersif. Après mon stage, j'avais 4 mois d'études pour faire un Higher National Diploma en International Marketing et j'habitais chez des gens aussi. Et donc, Gareth, c'était un ouvrier qui avait une 60aine d'années et qui avait épousé une femme philippine qui avait 25 ans, si tu veux. Et qui prenait des étudiants. On était 2 étudiantes à vivre chez eux. Enfin, on devait être 3, et puis il y en a une qui n'a pas du tout, qui s'est pas du tout adaptée, qui a pas eu envie de jouer le jeu, et elle a voulu rentrer chez ses parents en France. Mais donc on était 2 chez eux, une maison très étroite avec 3 étages. Moi, j'avais la chambre tout en haut. Il faisait un froid de canard parce qu'ils économisaient sur le chauffage pour pouvoir se payer un voyage pour retourner dans le pays. Philippines. Ouais. En Philippines. Et donc, c'était pas la liberté, parce que le sentiment de liberté où je suis qui je suis, parce qu'il y avait aussi des contraintes. Et il y avait aussi quelque part un enjeu de survie, quelque part. Ok. Du coup, une autre forme, en fait. Exactement. Une autre forme de survie. Là-dessus, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre comment est-ce que tu as fait pour justement te construire au début de tes études. Donc, il y a ce DUT, et quand tu finis le DUT, tu as 2 options. Soit tu te mets à travailler, soit tu continues tes études. A priori, tu as décidé du coup de choisir la continuité. Est-ce que tu peux raconter un peu comment est-ce que tu as pris cette décision et puis ce que tu as fait finalement? Donc moi, j'ai eu, on va peut-être y revenir après, mais l'immense chance de grandir en Corse, dans un endroit extrêmement reculé où la nature est magnifique. C'est un endroit aussi qui, économiquement, ne vit que les quelques mois d'été où il y a des touristes. Et donc, très jeune, à 14 ans, j'ai commencé à travailler l'été.
Et plus je grandissais, à partir de 16 ans, j'ai commencé à faire les vraies saisons. Et les vraies saisons, c'est de mi-juillet à mi-août. C'est 7 jours sur 7, parfois 12 heures par jour. Et tu fréquentes des gens qui ont des vies pas faciles, qui sont des saisonniers. Et ça m'a motivée. Je savais que j'étais capable de travailler. Et il y a un certain plaisir, parce que c'est un métier de service, donc tu vas servir les gens. Alors, ils sont pas toujours agréables, mais il y a une utilité à ton métier. Et tu gagnes un petit peu d'argent, qui vont mettre un peu de beurre dans les épinards ou les pâtes pendant le reste de l'année. Mais c'est pratico-pratique, c'est concret. Et quelque chose pourrait te dire, bah finalement, j'arrête tout et je vais faire des glaces dans un glacier. Mais il y a aussi cette dureté. J'ai vu tous ces gens, et il y a quand même beaucoup de questions d'alcoolisme. Peut-être aujourd'hui encore plus de drogue dans ces milieux-là, des gens qui ont ces vies-là. Alors, pas tous, c'est pas la majorité, mais voilà. Et moi, je me suis dit, c'est tellement dur parfois. Quand t'es 2 heures du matin, t'as encore des croix qui sont au comptoir et t'es en train de passer ta serpillière. Et je me dis, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux continuer à avoir le choix. Parce que quand tu parles de saisonniers, en fait, c'est pas des gens de ta génération qui sont saisonniers, c'est ceux qui sont saisonniers en gros quasiment toute leur vie, quoi. Et c'est ça. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc tu as été au contact en fait de ces personnes-là, et donc tu as vu d'une certaine manière les galères associées à ce choix de vie, d'une certaine manière. La dureté de ces métiers. Ok. De tous les points de vue, Donc ça t'a donné la force en fait de te dire ok, en fait j'en ai la capacité, faut que j'aie exploité cette capacité et continuer à étudier pour m'en libérer entre guillemets. Exactement. Ok. Et donc quand tu fais ce choix-là, donc tu décides de continuer tes études à Grenoble, c'est ça? C'est à ce moment-là. Ok. Ouais. Et donc à ce moment-là, il y a après le DUT, qu'est-ce qui s'offre comme choix? C'est une époque où encore en bac+2, tu trouvais du job. Il y a soit l'école de commerce, mais c'est un prix qui n'est pas atteignable pour moi. À l'époque, je vis à peu près avec l'équivalent de 300 € plus les APL. Et j'ai pas envie de partir avec un emprunt sur le dos parce qu'il y a toujours ce sentiment d'incertitude, en fait. Donc j'ai pas... Voilà, bonne mère de famille, je décide d'investir et je fais d'ailleurs une excellente école qui est l'École supérieure des affaires, donc l'IAE de Grenoble. Je suis prise au concours et je fais une maîtrise de sciences de gestion. Et donc je fais une maîtrise de gestion. La deuxième année, je choisis l'option achat et il y a la possibilité de repartir à l'étranger. Ok. Et là, je dis, banco, je vais postuler pour partir une deuxième fois à l'étranger. Alors, j'ai pas eu toutes les bourses puisque j'en avais bénéficié une première fois, mais j'en ai eu quand même et je suis partie à Édimbourg 9 mois. Et là-bas, j'ai beaucoup plus eu le temps aussi d'avoir des petits jobs à côté pour pouvoir payer mon loyer et puis ma vie sur place. Donc c'était pour moi, c'était vraiment l'ouverture. Édimbourg, c'est dur. C'était plus dur que Newcastle, peut-être parce que c'était plus long, mais aussi parce que je suis arrivée dans des groupes qui étaient déjà faits. Moi, j'avais l'illusion que les copains anglais que j'avais connus, qui étaient venus 1 an à Grenoble, on allait rester. Puis en fait, eux, ils avaient beaucoup d'autres enjeux et c'était beaucoup plus difficile d'infiltrer, enfin de se retrouver dans un collectif de gens qui s'étaient fait en fait pendant 3 ans. Et puis c'est des milieux. Il y a beaucoup de milieux aristocratiques aussi, il faut le dire, à l'université d'Édimbourg. Ok. Et ça, c'est finalement quelque chose que tu réalises en étant là-bas? Parce que toi, tu savais que tu restais 1 an, c'est ça? Tu n'avais pas en fait de projection en réalité à ce moment-là? Oui. Ok. Oui, j'ai réalisé ça là-bas. Ok. J'ai réalisé que finalement, les gens que tu connaissais dans ton pays n'étaient pas les mêmes quand ils retournaient chez eux. Et j'ai réalisé qu'effectivement, c'est là peut-être que j'ai commencé à comprendre qu'il existait des classes sociales. Vraiment, j'étais probablement extrêmement naïve, ce qui m'a permis d'avoir une ouverture absolue dans toutes les situations dans lesquelles je me trouvais, mais je n'avais pas conscience qu'il y avait différentes classes sociales et que les réflexes de chacun d'éducation et leur manière de socialiser pouvaient être totalement différentes. Voilà. Et d'autant plus qu'à ce moment-là, si je fais un peu le lien, tu as connu déjà avec le premier échange finalement une classe plutôt ouvrière. Enfin, j'imagine que Newcastle, c'était plutôt ça. Ouais. Et donc là, tu vois le côté plutôt aristocratique, classe sociale, on va dire haute, même si
suis pas très fan de haute basse, mais enfin, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est vrai que déjà là, bon, t'as deux éléments très différents en termes de contexte, et le point commun, c'est l'international. Donc ça commence à infuser, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Et est-ce que c'est ça qui... parce qu'ensuite, en fait, tu vas revenir en Corse. Est-ce que ça contribue justement à cet appel du retour à la maison, en se disant, en fait, moi aussi, bah, je vais rentrer chez moi, et puis... Mais ça n'a pas de lien. Non, alors en fait, moi naturellement, je rentre en Corse parce que c'est l'été et que j'ai un petit job, j'ai évolué, maintenant je bosse à l'Office du tourisme Ok. l'été. Donc je rentre naturellement parce que j'ai pas de plan et j'ai pas craqué la martingale pour trouver un job à Édimbourg à cette époque-là. D'accord. Et de là, on me propose un poste pour travailler à l'année dans un camping sur place. Ok. Et moi, c'est vrai que, je te l'ai dit, la Corse, c'est un endroit où je me ressource, où voilà, je suis un peu, je suis très très énergétiquement attirée par cet endroit où j'ai grandi. Donc je me dis, bah pourquoi pas. Et d'ailleurs, je te propose qu'on fasse du coup peut-être une digression sur ce sujet-là de la relation à la Corse, parce que ça permettra peut-être aussi de comprendre à nos auditeurs pourquoi est-ce que finalement tu donnes sa chance finalement à la Corse à ce moment-là de ta vie. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu justement, c'est quoi cette relation un peu viscérale, particulière que tu as à cette terre? Alors, ma mère est arrivée en Corse en 1980, suite au divorce de mes parents, avec ses 2 filles sous le bras. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire des parallèles sur les femmes qui extraient leurs enfants de contextes violents, voilà. Pas violents envers nous, mais violents envers elles. Et donc, elle est infirmière libérale, elle s'est installée en Corse. Et donc, nous, on a toujours eu un peu un sentiment, en fait, d'être quelque part différente. On venait pas de là. Et on s'est retrouvés dans des structures de village avec des écoles. On était 5 à l'école. Alors, je raconte ça à mes enfants. Ils me disent, maman, elle était, quand elle est enfant, elle était au musée des cailloux. C'est joliment dit, j'aime bien. Et c'est vrai que bah, ça pousse à quoi? Ça pousse. T'as pas beaucoup de choix en temps d'année, mais ça pousse beaucoup à une notion d'autonomie. Donc moi, très jeune, je partais toute seule dans le maquis. J'avais mon petit chien éventuellement avec moi, etc. Et j'ai développé dans des moments de grande solitude, parce que la vie n'était pas nécessairement facile. Paye pas les pensions alimentaires. Enfin bon, bref. Toutes les difficultés qui sont associées à Voilà. ce type d'arrivée Voilà. compliquée, on va dire. Voilà, et ma mère bossait 7 jours sur 7, elle était sur les routes et les routes sont pas faciles, donc elle rentrait fatiguée, donc tension à la maison, donc voilà. Et ça fait que moi je me suis retrouvée seule dans ma tête, seule, mais presque très isolée, très très jeune, quoi. Et sans voir la suite. Mais je me rappelle que cet appel de la nature, cette beauté inimaginable des paysages, même quand il fait gris, ces montagnes qui tombent dans la mer, parce que j'ai grandi dans le golfe de Porto. Quelque part, ça a développé en moi, ou ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait autre chose. Il y a une espèce d'élan vital qui fait que, je sais pas comment dire ça, et ça peut peut-être paraître un peu ésotérique, mais une manière de se voir du dessus et de se dire Position méta un peu, voilà, d'une certaine manière. it's okay. Et ça, c'est vraiment la beauté des paysages qui m'a fait quelque part, qui a solidifié quelque part une forme de confiance qu'il y avait un ailleurs, en fait. Et dans les moments... Donc c'est plein d'espoir d'entendre ce message aussi. Ouais. Et dans ces moments difficiles, quand je me pensais à me dire, imagine-toi, une vieille dame, c'est toi, à la fin de ta vie, et t'es dans un rocking chair, et tu penses à ce que t'es en train de vivre. Projette-toi là. Ouais, c'est incroyable à cet âge-là de faire ça. Et oui, parce que j'avais 7 ans, 8 ans. Et là, tout d'un coup, le niveau de stress redescend. Et cette image du rocking chair, je l'ai toujours gardée près de moi, en fait. Pense à ça. T'es vieille dans ton rocking chair, tu revis ce que t'es en train de vivre là.
Ce qui est, ça m'évoque un truc que j'ai lu une fois. Je me rappelle plus précisément la source, mais c'était quelqu'un qui vivait une situation extrêmement difficile et qui expliquait qu'en fait le pouvoir de la projection mentale dans l'après permet parfois justement de se dire, bah si je suis en capacité de pouvoir projeter après, c'est que j'ai passé tous ces moments difficiles parce que je suis en train de justement de voir ça après. C'est tout à fait ça. Donc c'est incroyable que tu aies eu cette intuition, parce qu'à 7-8 ans, en fait, c'est complètement intuitif de projeter comme ça et finalement d'avoir rendu ce chemin, enfin, tu vois, et de vivre ce moment de... C'est incroyable. Et finalement, ça fait que j'ai été dans une sorte de bulle, parce que quelque part, il y avait des choses qui pouvaient plus me toucher, qui pouvaient plus m'atteindre. En fait, c'est à la fois, t'avais finalement là deux éléments d'espoir. T'avais cette capacité à te projeter qui rendait la suite possible, et t'avais ce rapport à la nature qui te permettait de relativiser d'une certaine manière, et en même temps de s'émerveiller, parce que c'est vrai que, enfin là, on est tous dans des vies plus ou moins actives, etc. Et on a du mal, encore aujourd'hui, à parfois faire un petit break, regarder, puis s'émerveiller de choses assez simples. Je trouve que le fait de réaliser ça aussi jeune, Oui, c'est un peu c'est une forme de chance aussi. Enfin, absolument. Mm. Absolument. Je crois à ça. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé après, le fait d'avoir des relais. C'est-à-dire, même dans un monde où il y a très peu de personnes autour de toi, il y a peut-être des gens qui attirent ton regard. Et dans ces gens, quand ils te suivent dans le temps, bon, moi, ça a été ma grand-mère, mon beau-père, qui avait cette gentillesse profonde, instinctive et surtout authentique. Parce que des fois, tu as des gens ils ont l'air gentils, mais ils ne le sont pas du tout. Ils t'ont attiré le regard, mais c'est pas... Voilà. Mais eux, c'était le cas. C'était pas des gens parfaits. C'est pas loin de là. Et à un moment donné, on aurait pu s'attendre que des adultes prennent des responsabilités et posent des limites. Ce qu'ils n'ont pas fait. Mais il y avait cette relation spécifique et unique et pleine de tendresse avec ces personnes-là qui ont aussi fait que ces relais m'ont construite. Ça, c'est un élément fondamental, je trouve. Je pense qu'il faut redire ça aux auditeurs, parce que moi, ce que j'entends quand je t'écoute, c'est dans des personnes ou des situations, et on verra les situations plus tard, il y a toujours des choses à prendre, d'une certaine manière. Et donc là, ce que tu arrives à faire, c'est tu prends ce qu'il y a à prendre chez ces personnes et tu arrives à, malgré leur côté négatif, ou en tout cas les choses qui te renvoient en fait une image négative, à faire fi d'une certaine manière de ça pour prendre ce qu'il y a à prendre. Oui. Et ça, c'est pas facile, pas dire. C'est sûr. Mais après, je veux relativiser. C'est que j'ai pas vécu le pire. Mm. Tu vois, c'est qu'il me restait encore assez de force pour faire ça. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Déjà, tout ce que je te raconte n'était pas mentalisé. Je l'ai vécu et je le raconte comme je l'ai vécu avec le recul de mon âge, mais j'ai pas vécu le pire. Voilà. Et heureusement, mais c'est ce que ça m'a laissé l'espace, effectivement, de développer cet espace mental et corporel, finalement, de lien avec la nature. J'avais cette espèce-là. Et ce sentiment-là d'être dans la zone avec la nature, c'est quelque chose que tu as déjà revécu après dans le monde de l'entreprise, dans des différentes expériences que tu as eues, ou c'est vraiment quelque chose qui est resté spécifique à... Alors, après, moi, j'ai eu en fait, quitter la Corse, ça a été un deuil. Parce que ça ne le faisait pas d'un point de vue professionnel, mais ça a été un deuil. Et toute ma vie, j'ai été quelque part, toute ma vie de cette époque-là, jusqu'à ce que les choses se stabilisent pour moi, j'ai vécu plusieurs deuils de départ, de quitter un endroit auquel je m'étais attachée. Et donc, il a fallu, finalement, ce qui reste, le point commun, c'est ce lien avec la nature. Mais il a fallu le reconstruire ailleurs. C'est-à-dire que je ne pouvais pas aller à la mer ou marcher dans le maquis ou avoir la vue extraordinaire sur le Capo d'Orto à 1300 mètres, qui culmine à 1300 mètres d'altitude au-dessus de la mer. Je ne pouvais pas voir ça. Mais comment j'arrivais à me satisfaire d'autres paysages? Il y a un peu de ça, si tu veux. Quand tu as connu le plus beau, le meilleur, l'un des endroits les plus beaux au monde, comment tu redescends? Et finalement, ça a été cette capacité d'émerveillement à la nature
de regarder une plante pousser, de regarder un petit insecte. Et finalement, malgré cette rupture, parce que j'ai compris que je ne pourrais pas faire ma vie en Corse, ça ne nourrirait pas tous les aspects de mon moi en développement, ben, j'ai reconstruit petit à petit ce lien autrement avec avec la nature. Donc, la mer en particulier, mais quelle qu'elle soit, ça m'a appris à être finalement plus ouverte. Je souris parce que je pense une personne à qui j'ai échangé récemment qui est executive coach et je suis allé la voir et il y a un parking où ils stationnent leur voiture. Puis en fait, il y a une petite plante qui a commencé à pousser à côté de sa place de parking. Et elle s'est dit, bah, si jamais je la cache pas, les gens qui nettoient le parking, ils vont venir, ils vont la couper, etc. Et cette dame-là, du coup, stationne sa voiture d'une certaine manière pour cacher cette petite plante qui pousse. Et évidemment, elle la voit grandir tous les jours. Et rien que ça lui fait vivre ce que tu abordes là, l'émerveillement. Je me dis comme quoi, en fait, on peut finalement, on n'a pas besoin toujours on va dire, de la situation la plus parfaite. On peut répliquer ça finalement dans des contextes qui peuvent paraître anodins. Je crois que c'est Freud qui disait qu'on se répare en jardinant, parce qu'effectivement, c'est un projet dans un temps long. Le temps des saisons, c'est un temps long, c'est un temps d'un an. Mais si tu prêtes attention à ces petites choses, même en ville, bah finalement, moi je trouve que c'est ce qui nous rend vivants. C'est super inspirant. Bah, en tout cas, je voulais qu'on fasse cette digression-là parce que je pense que ça va permettre de comprendre un certain nombre de choses sur ta manière de fonctionner. Et donc finalement, si on revient à ce chapitre Corse, en fait, qui se clôture finalement plus vite que prévu. Donc tu dis que ça a pas pris en fait avec donc cet entrepreneur, enfin où t'étais dans le camping. Alors, il y a ça. Ouais. Moi, j'avais besoin de plus. J'avais fait des études et tu pars faire des études et puis tu reviens, les choses n'ont pas bougé comme toi tu as bougé. Ça, c'est aussi une leçon très très importante, hein. Parfois, on quitte pendant des années un endroit, on a évolué, et au moment de revenir, ben, on se rend compte que l'endroit n'a pas évolué comme soi, on a évolué. Je pense que c'est l'histoire de beaucoup d'émigrés, c'est l'histoire de beaucoup de gens qui ont dû quitter le foyer familial pour partir étudier ailleurs, voilà. Et donc, c'est mon histoire aussi, finalement, où je me suis pas retrouvée socialement, professionnellement, dans ce projet-là. Donc, je reviens à Grenoble, je m'inscris en intérim et très rapidement, en un mois, je trouve ce contrat d'intérim chez HP, chez Hewlett Packard, à Ebens, qui est à l'époque une très grosse structure, hein, il y a, je crois, 3000 employés. Donc, j'arrive, ça change tout de suite la perspective par rapport au camping où j'étais seule avec le propriétaire. J'avoue qu'on passe vraiment d'un univers radicalement différent. Ouais. Exactement. Et mais c'est une entreprise avec une culture extraordinaire, très humaine, où chaque maillon de la chaîne est important. On est donc à la fin des années 90, tout le monde se tutoie. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises en France à cette époque-là, mais c'est pas le tutoiement pour faire genre, c'est le tutoiement parce que ça vient du you en Angleterre en anglais qui met tout le monde au même niveau, en fait. Voilà. Et la différenciation, la distance se marque autrement. Mais là, pour le coup, c'est une culture californienne. Et donc, où finalement, il y a à la fois cet aspect californien facile de la relation et l'aspect américain où finalement, c'est pas ton diplôme qui compte, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu en fais, c'est comment t'avances. Et moi, j'adore cette culture, j'adore que la dame qui était il y a quelques années à la réception, à l'accueil, soit acheteuse senior et gère des contrats de millions de dollars. J'adore, parce que effectivement, il n'y a pas de déterminisme. Ça me correspond bien en termes de mentalité, peut-être par naïveté, peut-être parce que par mon expérience à l'étranger, où finalement le fait de ne pas avoir d'a priori, ça a aussi fait que j'ai vécu des expériences riches. Mais en tout cas, j'adhère vraiment à cette culture.
Et j'apprends énormément de choses puisque la supply chain n'existe pas à cette époque-là vraiment en Europe. Qu'est-ce que c'est la supply chain? C'est l'art de conjuguer des flux de communication et des flux physiques sur des grandes distances. À l'époque, en France, il y a très peu d'entreprises qui maîtrisent ça parce que les supply chains sont plutôt nationales, voire régionales. Et là, Hewlett Packard, c'est une entreprise qui opère vraiment à l'international, au niveau mondial. Donc, tout s'anticipe et tout se calcule à l'avance. Et donc, ça met en phase chez moi aussi une notion de schéma mental, de choses plus grands et plus complexes. Et ça marque en fait ma carrière. Parce qu'après, moi, je vais chercher toute ma carrière à craquer des problèmes complexes. Et c'est ça qui m'énergise en fait. Ce que tu disais en introduction avec ton podcast Dino Sapiens, on en revient. Donc en fait, ça a démarré dès le premier job d'une certaine manière en entreprise. Et d'ailleurs, ce rapport, tu me parlais en préparation du rapport à l'entreprise, qui n'était pas forcément évident pour toi. Oui. Que tu peux juste en dire 2 mots, parce que je trouve que c'est assez rafraîchissant, parce que parfois, quand on n'a aucune idée d'un univers, on peut avoir certaines croyances qui sont finalement des croyances limitantes, ou en tout cas qui nous empêchent de donner sa chance finalement à une option. Ça a été ton cas finalement, toi, avec le monde. Exactement. Moi, j'avais pas une bonne image de l'entreprise du tout. Parce que autour de moi, je n'avais pas ni d'entrepreneurs, ni de gens qui travaillaient en entreprise. Et ceux que je connaissais qui travaillaient en entreprise, j'en avais pas une bonne image. Je me disais, quel endroit gris et terne ça doit être. Mais bon, il faut bien gagner sa croûte, n'est-ce pas? Et j'arrive chez HP, c'est l'arc-en-ciel pour moi. C'est vraiment, je me dis, ah, tu t'es bien plantée là, ma grande. Il y a vraiment d'autres réalités que celles que tu préconcevais. Et ça, c'est super. Je suis contente d'avoir eu tort, quoi. Ouais. Mais je dois dire qu'en termes de culture d'entreprise, j'ai commencé avec une barre très très haute. C'est-à-dire que à l'époque, c'était avant le fait que beaucoup d'entreprises se financiarisent finalement. À l'époque, chez Hewlett Packard, c'était vraiment, je pense, le top culturellement en termes de boîte, en termes de relations, en termes aussi de performance. Quand je parle en termes de culture, c'est-à-dire la culture de la confiance. Le fait de pouvoir demander de l'aide sans être montré du doigt. Une première phrase qu'on m'a dit qui m'a marqué toute ma carrière, c'est « la seule question qui n'est pas bonne, c'est celle qui n'est pas posée ». Voilà, tout de suite, t'as le ton, quoi. Et quand t'es jeune, t'as 24 ans, bah, c'est très important, ça. C'est dit et c'est vécu. Et c'est incarné. Voilà, c'est incarné, parce que il y en a malheureusement aussi beaucoup des organisations où on placarde un certain nombre de valeurs, mais en réalité, elles sont placardées, mais elles sont pas vécues. C'est un grand sujet. Et c'est extrêmement difficile. Je pense que plus l'entreprise grossit, plus incarner ces valeurs, ça devient complexe, parce que là, tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel des caractères et des tempéraments humains. Et que, en fait, en général, on fait confiance à certains profils de personnes qui peuvent, en fait, avoir, en réalité, être d'une couleur dehors, mais complètement différents à l'intérieur. Enfin, je le conçois totalement, et je pense que tu auras des choses à nous apporter là-dessus. Tu as 25 ans à ce moment-là. Et là, il se passe quand même un truc, parce que tu vas quitter HP. En tout cas, tu vas décider de faire autre chose. Ça fait quoi, 1 an et demi à peu près que tu es chez HP à ce moment-là? C'est quoi ton état d'esprit? Parce que là, quand on t'écoute, on se dit, mais c'est dream job, meilleur endroit, c'est génial. Enfin, je veux dire, que demande le peuple? Et là, maintenant, Bérangère a décidé de faire autre chose. Voilà, c'est ça. En fait, mon contrat d'intérim, il dure 1 an et demi. Ok. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de repartir à l'étranger. Ok. Parce que justement, je me dis, j'ai 25 ans et demi, voilà. Je me dis, si je reste chez HP à Grenoble, dans 2 ans, j'ai crédit immobilier sur le dos et j'ai acheté un chien. Et je bougerai plus de ma vie, quoi. Ok. Et c'est très bien ceux qui ont envie de ça. Mais moi, j'avais connu l'étranger. J'avais, après toutes ces années, en fait, dans une vie familiale un peu spéciale, où j'avais l'impression d'avoir vraiment des murs autour de moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de découvrir le monde, j'avais envie de bouger, j'avais envie de me construire dans un ailleurs, en fait. Et donc,
Tu parlais de croyances limitantes. Je n'en avais pas. J'étais très sûre de moi. En tout cas, j'ai à aucun moment douté du fait que j'arriverais depuis la France à trouver un job à l'étranger. À l'époque, Internet n'était pas complètement naissant, mais on était juste Tout début, quand même. tout début. C'était l'an 2000, quoi. Mm. Tu vois, donc il y avait tout le monde avait travaillé d'arrache-pied sur le bug de l'an 2000, mais il commençait à apparaître des sites d'emploi. Et donc, j'ai trouvé 2 jobs en 3 mois, un aux Pays-Bas et un en Angleterre à Manchester. J'avais la foi, hein, quand même. Quand je regarde après le recul, j'avais vraiment la foi. Et j'ai pris le job à Manchester. En plus, sachant que la dernière expérience que tu as eue à l'international, elle était pas quand même géniale parce que tu t'étais dit, pour s'intégrer, quand on vient d'ailleurs, c'est peut-être pas le bon move et finalement ça te bloque pas. Tu repars avec cet espoir-là. Absolument. Ouais. Déjà, j'avais connu 2 villes en Angleterre qui étaient extrêmement différentes. Et moi, toute cette différence culturelle, finalement, me nourrissait, quoi. Il y a du bien, du moins agréable, mais c'était toujours apprenant. Là, Manchester, moi, le climat, on me disait 4 saisons dans une journée, ça ne me faisait pas peur, tu vois. Ok. Parce que j'avais bien compris que finalement, être bien dans un endroit, ça tenait pas seulement la météo. Même si j'avais toujours choisi mes études plutôt au sud de la Loire, j'avais compris aussi qu'il se passait des choses au nord de la Loire. C'est vrai. Et heureusement, voilà. Donc je pars à Manchester, je fais le premier entretien, ils me disent bon bah très bien, c'est pour faire un job de planification de ligne de production. Ok. Donc là c'est une usine. On va peut-être s'attarder un petit moment sur ce Sur ce gros chapitre. chapitre. On est au début des années 2000. La bulle Internet explose justement au niveau des marchés et les valeurs s'effondrent. Mm. Donc ça entraîne une énorme guerre des prix sur les grands constructeurs que sont HP, Dell, Compaq. Compaq se fait racheter par Par HP, HP. mais voilà, IBM, tout ça. Guerre des prix. À l'époque, toutes les usines d'assemblage, c'est-à-dire celles où on met les processeurs avec les cartes mères dans une boîte. dans une boîte en plastique et on ajoute le clavier, etc. Et on prépare l'expédition. Tout ça, ça se fait chez ces constructeurs et dans des pays que je vais nommer AOKU, qui sont La France. les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et donc là, cette guerre des prix, je me rappelle chez HP, tout le monde regardait Dell parce que Dell avait des coûts qui étaient 30% plus bas. D'accord. Parce qu'en fait, ils shuntaient ce centre de distribution, d'assemblage et de distribution. Donc, les commandes partaient directement dans un endroit central. Ça partait ensuite directement au distributeur, qui n'est pas une entité qui fait partie de l'entreprise. Et de là, c'était distribué. Donc, les coûts d'assemblage dans le pays, et donc tout le monde rêvait devant ce modèle qui avait été inventé. Et donc, ces grandes marques ont commencé à vendre leurs usines de production à des sous-traitants électroniques. Et la promesse à l'époque, c'était ces sous-traitants électroniques, comme ils vont faire plusieurs marques, ils vont avoir un effet de levier sur le volume de composants qu'ils vont acheter et ça va permettre de garder les jobs en Europe, etc. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et en quelques années, très rapidement, toutes ces usines ont fermé. Ça n'entachait pas les marques. Oui, parce qu'en fait, puisqu'elles c'était avaient plus... vendu. Exactement. Voilà. Donc, on ne disait pas HP à licencier X nombre de personnes. Voilà. Ouais. Mais ces grands sous-traitants, donc, dont les noms sont... moi, à Manchester, je bossais pour Celestica. Il y a Flextronics. Qui sont toujours des gros acteurs de ce marché-là. Voilà, Jabil. Mais c'est à eux qui a été confié finalement le job de désindustrialiser l'Europe, les États-Unis, tous les pays au coup pour emmener les productions ailleurs. Et donc, moi, au bout d'un an à Manchester, j'étais contente. J'avais mis en place les processus de planification de la ligne de production. Mon N+2, qui m'avait présenté sa femme qui était française, donc lui, il était néo-zélandais. Et il m'avait dit, mais toi, t'aimes bien mettre en place les choses, mais une fois qu'elles sont en place, tu t'ennuies. You're bored. Et comme ça. À ce moment, ça m'avait un peu... Mais je me rappelle encore de cette phrase, parce qu'en fait, c'est vrai,
Ça s'est révélé tout au long de ma carrière où cette appétence pour l'amélioration, pour transformer un process, etc. Mais une fois que c'est en place, il ne faut pas me demander à moi de faire tourner le process. Je vais former les gens parfaitement bien pour le faire. On va faire un truc aux petits oignons. Mais moi, je m'ennuie dans la répétition. En fait. Au bout d'un moment, je vois des petites choses, je repère des petites choses. Viens, Bérangère, on va expédier 4 ou 5 unités de serveurs à $5 000 pièce. Sans papier vers un centre de distribution pour tester leurs compétences en logistique. Tiens, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On les scrape du système? Ben oui, on les scrape. On voit la zone grise et la ligne rouge. Voilà, c'est ça. Et donc assez rapidement, comme je posais des questions, on m'a fait signer un accord de confidentialité, un NDA, Non-Disclosure Agreement, pour un nom de projet. Et le nom de projet, c'était de fermer l'usine et de transférer les lignes de production de notre client, qui était Sun Microsystems, en Italie. J'ai fait partie de ce projet-là. On était une dizaine à quitter Manchester pour l'Italie. Juste, pardon, je te coupe juste à ce moment-là parce que c'est le moment où tu réalises en fait ce que à quoi tu es en train de contribuer d'une certaine manière. C'est une époque où toi, si je comprends bien, c'est une époque quand même de foisonnement intellectuel, professionnel, parce qu'en fait, ce que tu fais est très intéressant, t'apprends beaucoup de choses. Je sais pas quelle est ta relation en fait avec cette histoire, parce que quand on voit aujourd'hui en 2025 le chemin, la question de la mondialisation exacerbée, les délocalisations, souvent on le voit quand même d'un point de vue négatif, à part pour certaines organisations. Et là, la manière dont tu l'amènes aussi quand tu parles de ces grands constructeurs qui finalement vont extraire ces entreprises pour ne pas, entre guillemets, porter la responsabilité de ces choix-là, etc. C'est quoi ta relation à ce truc-là? Ma relation, elle est très humble. C'est-à-dire que dans toute expérience, il y a quelque chose à apprendre. Déjà, moi, je suis très jeune. J'ai toute mon expérience professionnelle à construire. Donc, le trade-off pour moi, ça va être de m'asseoir à côté de la directrice de la ligne de production, qui est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, de mon équipe. Manchester, faut se figurer, au début des années 2000, encore une ville extrêmement marquée par la désindustrialisation de l'industrie du coton à l'époque de Margaret Thatcher, un taux d'alcoolisme qui explose. Moi, les gens de mon équipe, ils arrivent le lundi matin, ils me disent « Ah, je me suis mis une énorme mine ce week-end !» Tu vois, quand même riche professionnellement, mais comment dire, culturellement, socialement, c'était pas riche du tout. Donc, le seul trade-off par rapport à une décision que je ne maîtrise pas, c'est de faire en sorte que mon équipe puisse rebondir, que les gens qui m'entourent, si je peux donner un coup de main. Et après, cette histoire d'aider des gens à faire des CV, on en avait parlé, je me rends compte que ça a été un point tout au long de ma vie. Tu peux pas aider tout le monde, mais aider quelqu'un à faire un CV, c'est pas quelque chose qui est impossible, qui est engageant, et ça aide vraiment les gens, en fait. Okay. Tu vois. Donc la manière de vivre le truc, c'était de dire tu aides à la hauteur de ta capacité les gens qui sont le plus près de toi, tout en étant finalement actrice on va dire, de l'autre dynamique qui est beaucoup plus, qui te dépasse d'une certaine manière. C'est ça. Parce que tu es encore en début de carrière et que tu apprends, en fait. C'est ça. Et puis, on ne sait pas où ça va amener. Si tu veux, à l'époque, moi, j'ai pas cette vue systémique de ce qui est en train de se passer. C'est après que je réalise. J'ai fait partie de cette chose-là. J'étais actrice de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est facile pour moi de te confronter à cette question-là, parce que la suite, maintenant, on l'a, mais effectivement, à l'époque, tu réalises pas. Ouais. Ça, c'est cette première fermeture dont j'ai conscience de la difficulté pour tous les gens, notamment ceux d'un certain âge, pour rebondir après. Mais voilà, je fais ce que je peux et je pars en Italie. Et le premier voyage qu'on fait, le premier pied que je pose à l'aéroport de Fiumicino, drôle de sensation, j'ai l'impression de rentrer à la maison. Alors que j'ai jamais mis les pieds en Italie, pour ainsi dire, et encore moins à Rome. Alors est-ce que c'est parce que dans la manière d'être des gens, je retrouve des choses par rapport à mon enfance en Corse? Est-ce que mais tout me parle, en fait. J'apprends la langue en 4 mois. Ce qui est quand même une belle perf. Voilà, j'ai un prof d'italien hyper sympa. On est toujours potes. L'an dernier, on s'est vu. Il connaissait déjà mon mari, mais il connaissait pas mes enfants. Donc,
Voilà, on a passé du temps ensemble, on se retrouve comme on s'est quitté il y a plus de 20 ans. Voilà, je m'installe dans une nouvelle vie, dans des nouvelles habitudes, tu découvres un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Là, pour le coup, culturellement, c'est riche parce que au moindre croisement de rue, t'as une église, t'as des tableaux extraordinaires, le Bernin à 2 kilomètres de chez moi, enfin bon bref. Ouais. Et je découvre un monde auquel je n'avais pas du tout été sensibilisée. Moi, je j'ai pas grandi, j'ai été un peu au musée, mais j'ai pas du tout de sensibilité, d'éducation à l'art, etc. Et là, effectivement, ça enrichit énormément. J'ai envie de m'installer sur place, de plus jamais en partir. C'est là que je rencontre ma meilleure amie, qui est devenue la marraine de mon fils, Barbara. On se connaît depuis cette époque-là. On se voit tous les ans, au moins une fois par an, 2 fois, 3 fois, on part en vacances ensemble. Donc, je suis chez moi. Je suis vraiment à l'aise, quoi. Ouais, c'est hyper. Je trouve que c'est hyper rafraîchissant de voir que tu parles d'ailleurs finalement et que finalement l'ailleurs peut parfois ressembler beaucoup plus à chez soi et avec des choses aussi que tu n'avais plus retrouvées encore, c'est que finalement là-bas tu retrouves, enfin que tu retrouves. Je trouve Ouais, c'est ça, c'est assez fou. c'est ça. Et moi, j'aime manger. Moi aussi. Voilà. Non, ben, tout est dit. Tout Oui, est dit. voilà. Je découvre des légumes qui n'existent plus en France. Je découvre toute une cuisine, un savoir-faire. Donc, évidemment, mes amis italiens se moquent toujours de moi quand je fais des pâtes. Parce que je fais 3 choses en même temps et que la pasta, c'est de la pasta, tu restes à côté pendant qu'elle cuit. Mais il y a des choses sur lesquelles on rigole pas a priori. Exactement. Mais effectivement, ça fait partie de l'ouverture. Donc, dans la nouvelle usine, je mets en place d'autres processus que ceux que j'avais mis en place en Angleterre. Donc, j'apprends tout ce qui est la gestion de commandes, j'apprends tout ce qui est justement la planification aux approvisionnements. On parle de gros volumes en argent parce que quand je suis arrivée en Angleterre, la ligne de production, coût de production, hein, c'est-à-dire pas coût de vente, Pas vendre, oui. coût de production, les lignes de production Sun Microsystems, c'était $1 milliard par an. Ouais, c'est énorme. 1 an après, les forecasts, les prévisions, c'était 250 millions. Quand on a transféré en Italie, c'était ça à peu près, et ça n'a fait que s'écrouler en fait, parce que la valeur de la valeur ajoutée diminuait, la valeur du travail diminuait. C'est énorme en fait, en 75% de chute de valeur ajoutée à une échelle de temps qui est 6 mois, quoi. Enfin, Au bout de 1 an, toute une partie de l'équipe anglaise qui avait déménagé rentre en Angleterre, se chercher un job. On était tous là en expat, c'était bien. Et puis moi, on me propose, je m'entendais super bien avec le directeur de la ligne, Gaetano, et il voit une valeur ajoutée à ce que je reste. Donc on me propose un travail, un contrat local que j'accepte. Ok. Et au bout d'1 an, rebelote. Alors entre-temps, on m'a demandé d'aider à fermer l'usine californienne, qui était l'usine jumelle. Okay. Donc en faisant des stocks un peu plus élevés, etc. Et puis là, Santa Palomba, projet de fermeture de l'usine. Donc nom de code Calisté, la plus belle, parce que c'était peut-être la plus belle usine du groupe Celestica à l'époque. Moi, là, ça m'a profondément affectée au niveau du moral, pour plusieurs choses. Parce qu'en fait, l'Italie, c'est pas l'Angleterre en termes de fluidité du travail. En Angleterre, aider à quelqu'un à faire un CV, ça marche. Le marché est plus fluide, tu retrouves plus facilement du travail. L'Italie, c'est pas ça. L'Italie, je ne saurais pas le comparer à la France, mais trouver un job, c'est voilà. Et l'histoire me fait dire aujourd'hui que de tous mes amis qui ont perdu leur job à cette époque-là, il y en a certains qui n'ont jamais retrouvé. Ok. Et ça se sent, et je le sais, et les salaires sont beaucoup plus bas, mais le marché est complètement rigide. Puis là, tu es aussi un peu plus mature sur l'histoire, parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que ça se produit. C'est ça. Tu as le recul. Et puis moi, je m'étais pas attachée à Manchester particulièrement, mais là, je me suis vraiment attachée. Je me suis fait mes amis. Voilà, j'avais un ami Ahmed, et puis Greg et Valérie en Angleterre, mais j'avais pas foison d'amis. Là, j'ai tout un petit groupe. Voilà. Là, ça a été très, très, très dur, parce que tu sais que
Tu signes un dé à un nouveau, mais en face de toi, les gens à qui tu peux rien raconter, t'es pas sûr qu'ils retrouvent un job. Moi, j'ai pris cher, là. Moralement, j'ai 27 ans. 27 ans, j'ai fermé 3 usines. Et il faut déménager l'usine en République tchèque. Et à ce moment-là, il y a un petit groupe à qui il est proposé, encore une fois, de partir en République tchèque pour déménager une ligne de production. Je me rends bien compte que de toute façon, mon pouvoir est nul et mon pouvoir d'aide est quasi inexistant parce que c'est très particulier, l'Italie, en termes de marché du travail, encore une fois, que je ne vais pas pouvoir aider les gens. J'ai pas de porte de sortie et j'ai pas décidé de rentrer en France. Donc quand on me propose au départ de commencer à suivre en République tchèque, je dis bah ok. Mais les contrats d'expat sont pas finalisés. Et une fois que je dis ok, j'ai mis toutes mes affaires dans ma Fiat Punto. J'ai été un peu grédée, parce qu'en Angleterre, j'étais partie, et j'ai traversé toute la France et l'Angleterre en Fiat Panda, et là, j'étais en Fiat Punto. T'étais déjà en Fiat à l'époque. Exactement. Je mets toutes mes affaires dans ma Fiat Punto, je ramène ça chez ma mère en Corse, donc tu vois, je pars Rome, Civitavecchia, je remonte jusqu'à Livourne, je traverse jusqu'à Bastia, je traverse la Corse, j'arrive de l'autre côté. Donc j'ai fait ça plusieurs fois. Ça sent le parcours maîtrisé. C'est ça. J'essaye de te suivre aussi vite. J'étais ok, à partir de Bastia, je vois bien, mais avant, je suis perdu. C'est ça. Et puis, je pars donc à Prague. On commence à gérer le transfert avec Gaetano, Roberto. Barbara, elle est restée, et puis elle a trouvé un autre job quelques temps plus tard près de Florence. Mm-hmm. Et puis, je cherche des appartements très différents. Les Italiens certains ont déjà fait des séjours à l'étranger parce que c'était une ancienne usine IBM et donc ils avaient été à Rochester. Il y avait un petit peu des choses qui s'organisaient comme ça. Mais beaucoup n'ont jamais été à l'étranger. Puis la République tchèque, c'est très différent des États-Unis et très différent d'Italie. Et finalement, je passe 4 mois là-bas. Parce qu'en fait, l'ancien directeur du site de Santa Palomba, à côté de Rome, a décidé qu'il n'avait pas envie de voir ma tête là-haut. Bon, j'ai appris des années après pourquoi. Il était habillé complètement sexiste, il s'était fait des films complètement... voilà, c'est Gaetano qui m'a révélé le sujet. Je l'avais oublié, cette histoire, donc ça ne m'atteignait plus parce que ma vie a continué. Ma vie avait déjà rebondi, donc sur le moment, j'ai été déçue, mais j'ai saisi une autre opportunité. Mais tu vois, c'était le premier petit ping sur les biais sexistes qui m'a pas pu m'alerter à l'époque parce que je comprenais pas pourquoi elle me disait non. Tu fais les 4 mois, puis après, t'auras pas de contrat comme les autres. Okay. Voilà, je sais que c'était le sexisme qui était passé par là. Et donc, je suis contactée par un... Et ça, tu l'as appris l'an dernier. C'est vraiment fou quand même. Ouais. Paix à son âme, ce monsieur, mais il devait pas être très, très solide à l'intérieur, au final. Donc, je suis contactée par un cabinet de chasseurs de tête pour un job en conseil. Et on me laisse le choix entre Paris ou Londres. Et c'est la première fois que tu es sollicitée par des chasseurs de tête ou ça t'est déjà arrivé dans les années d'avant? Non, ça m'est jamais arrivé avant. J'ai que 28 ans, mais je suis trilingue. Oui, non, mais à ce moment-là, tu as un profil très bankable, très nettement. Ouais. Et donc, je choisis Londres. Moi, Paris, jamais en rêve. Je rappelle que nous enregistrons à Paris. Tu vois ça, tu vois, c'est un apprentissage, c'est que tu peux partir avec des trucs et puis il faut toujours être, quelque part, avoir une forme d'ouverture à l'inconnu. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se cache derrière le mur vraiment, quoi. Et je pars à Londres et là, je rentre dans le conseil. J'ai fait à peu près 3 ans dans le conseil. Okay. Et c'était une toute petite boîte, niche, sur un sujet niche qui est le besoin en fond de roulant. Bravo! Vous venez d'écouter la première partie de mon échange avec Bérengère du Cimetière. La suite, disponible dès vendredi, sera un nouveau condensé d'apprentissage sur un parcours d'experte en transformation des organisations. Nous y parlerons notamment de son passage au conseil qui lui a demandé une période d'adaptation douloureuse, de sa rencontre avec le Lean
auprès de leaders qui allient parfaitement vision client et réalité terrain, ou encore de sa prise de conscience des agressions sexistes en entreprise. Si cet épisode vous a plu, la meilleure façon de soutenir les grandes épopées, c'est de le partager à une ou plusieurs personnes de votre entourage à qui il pourrait être utile. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et enfin, si vous êtes un auditeur régulier sur les grandes épopées, partagez-moi vos impressions et challenges via LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr. Très utile pour vous apporter un contenu toujours plus pertinent. À vendredi!